Ma mère a payé l'homme qui a tiré sur ma femme quand nous avions 18 ans. Mon père avait une sœur dont presque personne ne connaissait l'existence. Elle était née avec une malformation cérébrale. Rien de contagieux, rien de dangereux. Simplement une différence, profonde, visible, que mes grands-parents n'ont jamais su accepter. Au lieu de chercher du soutien, ou de lui offrir la moindre chance de s'intégrer au monde, ils l'ont gardée enfermée. Toute sa vie. Dans leur appartement. Pas d'école, pas de sortie. Pas même une photo visible dans les albums de famille. Elle n'était pas morte, mais elle était effacée. J'ai appris son existence bien plus tard, presque par hasard, au détour d'une conversation étranglée entre adultes. Comme un secret glissé trop vite, qu'on regrette aussitôt. J'ai posé des questions, mais on m'a répondu par des silences. Ou des phrases vagues, du genre « ce n'était pas comme aujourd'hui, les gens ne comprenaient pas ». Mais ce n'était pas seulement la société. C'était aussi eux. Mes grands-parents. Ils avaient honte. Honte de leur propre enfant. Alors ils ont construit un mur autour d'elle, fait de silence, d'oubli et de peur. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne sais même pas si elle est encore en vie. Mais depuis que je sais, je pense souvent à elle. La vraie raison pour laquelle ma grand-mère a quitté sa famille, alors que mon père n'était encore qu'un bébé, pour partir vivre dans une grande ville à plus de 3 jours de route, ce n'était pas une opportunité de travail ou un simple changement de décor. C'était parce qu'elle avait poignardé son beau-père. Elle l'avait presque tué. C'était un tout petit village, où tout se savait, où ce genre d'acte ne pouvait pas être oublié, encore moins pardonné. Alors elle est partie. Elle a tout laissé derrière elle. Sa famille, ses racines, son passé. Ce n'est que bien plus tard qu'elle m'en a parlé. J'étais adulte, on discutait tard dans la nuit, comme ça, et sans prévenir, elle a dit calmement « Tu sais pourquoi j'ai quitté le village ? Je l'ai poignardé. » Je ne comprenais pas. Elle a laissé passer un silence, puis elle a ajouté « C'était un violeur. » Elle n'a rien précisé de plus. Pas de détails. Pas de nom. Juste cette vérité sèche, irrévocable. Et puis elle a conclu la conversation d'un ton simple et ferme. J'ai fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas eu besoin. Il y avait dans son regard quelque chose de plus fort que les mots. Une douleur ancienne, mais une conviction intacte. On n'a jamais connu sa famille. On n'a jamais eu de nouvelles d'eux. Pas de lettres, pas d'appels, pas d'histoire partagée autour d'un repas. Ils sont restés dans l'ombre de ce passé qu'elle a enterré en partant. J'ai découvert quelques années après avoir épousé ma première femme qu'elle avait eu une relation sexuelle continue avec son cousin Germain avant de me rencontrer. Je m'en suis rendu compte en les observant un soir autour d'un feu de camp, à la façon dont ils se regardaient. Mis à jour vu l'intérêt suscité, j'ai toujours su qu'il était son cousin préféré, mais je n'avais jamais soupçonné quoi que ce soit avant ce soir-là autour du feu. On n'était plus que tous les trois à ce moment-là, et j'ai toujours été très doué pour lire les gens, sauf peut-être les femmes que je fréquentais, lol. Bref, j'ai vu un regard entre eux et j'ai su immédiatement. Je leur ai alors posé directement la question, c'est quand que vous avez couché ensemble pour la première fois ? Elle a été tellement choquée qu'elle l'a avoué tout de suite en disant, comment tu as su ? Ensuite elle a dit, mon Dieu, je me demande si d'autres dans la famille ont deviné. Ils ont couché ensemble de manière intermittente pendant au moins 2 ans avant que je ne la rencontre, mais depuis ce moment-là, je soupçonne que ça a continué même après notre rencontre. Un autre fait qu'elle avait caché avant notre mariage, c'est qu'elle était bipolaire et non traitée. Les choses ont dégénéré. J'ai eu de la chance de m'en sortir. Je l'ai divorcée en 2014. Et pour tout vous dire, l'an dernier j'ai parlé de cette histoire à une cousine à elle qui la déteste profondément, donc je suis sûr que maintenant toute la famille est au courant.
J'ai découvert après sa mort que mon grand-oncle était un grand sorcier dans le Ku Klux Klan. En fouillant dans son grenier, j'ai trouvé un coffre contenant des photos de rassemblements, de lynchages et de croix en feu dans une région rurale de l'Alabama. Nous avons été réellement horrifiés par cette découverte et avons soudain compris pourquoi il se montrait si hostile envers son infirmière noire, une femme pourtant bienveillante et attentionnée envers lui et notre famille. Mise à jour, comme beaucoup d'entre vous m'accusent de racisme ou me reprochent d'avoir brûlé ces documents, je tiens à clarifier. Quand cela s'est produit, j'avais 16 ans. Je n'ai pas eu mon mot à dire. Ce sont les adultes de la famille qui ont pris cette décision. Nous avons tout brûlé, submergés par la honte de ce que nous venions de découvrir. Nous avons organisé des veillées de prière dans notre église locale en mémoire des victimes de sa haine. Si j'avais été plus âgé, j'aurais sans doute conservé certaines des preuves les plus accablantes pour les transmettre à des personnes ou des organisations capables d'apporter un peu de justice ou de réconfort aux familles touchées. Le simple fait que je publie ceci aujourd'hui pourrait me couper définitivement de ma famille, car même prononcer son nom est perçu comme un acte de trahison qui peut vous rayer des testaments ou vous exclure du cercle familial. Je ressens donc profondément ce sentiment que c'est trop tard. Tout ce que je sais, c'est que mon oncle a appartenu au clan pendant une période indéterminée avant 1950. Ma famille s'est toujours montrée très inclusive envers les autres origines. Mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, 7e génération, faisait partie du réseau clandestin d'aide aux esclaves en fuite. Plusieurs de mes grands-oncles et tantes ont été des figures actives du mouvement des droits civiques. Dans un moment de choc, face à un tel passé, ils ont agi comme beaucoup l'auraient fait, ils ont détruit. Libre à vous de les blâmer, mais s'il vous plaît, cessez de me blâmer moi. Je n'ai pris aucune décision et je ne dispose aujourd'hui d'aucune information utile à partager. Je suis sincèrement désolé pour celles et ceux qui espéraient trouver un peu de vérité ou de justice dans ce que nous avons détruit, mais je peux vous assurer que, vu le nombre d'autres membres du clan présents sur ces photos, d'autres familles ont sans doute déjà transmis des preuves après la mort de leurs proches. Mon oncle a littéralement été effacé de notre histoire familiale, à tel point que sa pierre tombale a été retirée pour que personne ne puisse y déposer des fleurs. Un collègue de travail a fait la une d'un journal national pour une vie entière bâtie sur de faux diplômes. Il prétendait avoir des diplômes de médecine et de droit, se présentait comme brigadier dans l'armée de réserve et occupait le poste de PDG d'une grande mutuelle de santé. En réalité, s'il était bien brigadier dans les réserves, ce rôle, tout comme celui à la tête de la mutuelle, reposait en grande partie sur ses qualifications frauduleuses et une carrière montée de toutes pièces à partir de ses mensonges. La seule qualification qu'il possédait réellement était celle d'assistant en morgue. Même sa propre femme n'était pas au courant. Il avait fabriqué ses faux diplômes à l'époque où il travaillait dans le recrutement de l'armée de réserve, période durant laquelle il avait accès aux candidatures pour divers postes. Sa supercherie a été découverte lorsqu'il a postulé à un emploi dans la fonction publique. Des signaux d'alerte ont été relevés par les recruteurs. Il a tenté de retirer sa candidature, sans savoir qu'une demande pour un poste gouvernemental a la même valeur juridique qu'une déclaration sur l'honneur et qu'elle ne peut être annulée. À partir de là, tout s'est rapidement écroulé. Il a fini par être jugé et a écopé d'une peine de prison. Elle était ma meilleure amie depuis 7 ans. On avait tout traversé ensemble. J'avais déménagé dans un autre état avec mon mari actuel, mais elle a fini par nous convaincre de revenir pour être plus proche d'elle, au bout d'un an environ. On n'avait pas vraiment d'attache là où on vivait, alors on s'est dit, pourquoi pas. Elle était comme de la famille. On était tous ravis d'être réunis à nouveau, elle venait presque tous les soirs dîner chez nous, on riait, on discutait, on passait des moments formidables. C'était sans doute l'année la plus heureuse de ma vie. Puis, petit à petit, elle a commencé à essayer de monter mon mari et moi l'un contre l'autre. À chaque dispute comme ça arrive dans tous les couples, elle envoyait des messages à chacun de nous pour dire qu'on avait raison, nourrissant ainsi un climat de tension et de méfiance. Avec moi, elle parlait d'un « plan B » pour nous deux. Si mon mari et moi ne fonctionnions plus, je pourrais emménager avec elle et on mènerait une belle vie ensemble. Avec lui,
Elle se confiait sur ses problèmes d'infertilité et sur son désir d'avoir un enfant, comme lui. Elle disait qu'il ne lui manquait qu'un donneur de sperme. Tout cela s'est passé à peu près en même temps. Mon mari et moi avons fini par comparer nos messages, et tout est devenu clair. Elle voulait avoir son enfant à lui, et vivre avec moi. Quand on l'a confrontée, elle a refusé d'admettre quoi que ce soit, puis elle s'est mise à nous attaquer verbalement. Elle allait jusqu'à débarquer chez nous sans prévenir, frappant à la porte avec insistance, exigeant une place dans notre foyer. C'était terrifiant, une vraie source d'angoisse. On a fini par déménager et changer de numéro de téléphone. Ce qui rend tout cela si perturbant, c'est que je n'avais jamais vu une amie aussi proche, pour découvrir au final qu'elle m'aimait, mais d'une manière complètement malsaine et effrayante. Mais bon, aujourd'hui, mon mari et moi allons très bien. Les 24 heures précédant la mort de mon père, atteint d'un cancer du poumon en phase terminale, il avait été admis aux urgences puis transféré en soins intensifs. En raison des restrictions liées au Covid, nous n'avons pas pu rester à ses côtés. Ma mère, ma sœur et moi-même lui avons envoyé des messages et tenté de l'appeler toute la journée, sans réponse. Ma mère a même téléphoné à l'hôpital et a pu parler à une infirmière de l'unité de soins intensifs qui l'a rassuré en disant qu'il était éveillé et capable de communiquer. Il est décédé très rapidement, à 3h30 du matin le lendemain. Nous avons été autorisés à nous rendre à son chevet, mais il était déjà inconscient. Nous avons pu lui dire adieu, puis il est parti. Plus tard dans la matinée, pendant que ma mère se reposait, je contactais des services de crémation pour organiser le transfert de son corps depuis l'hôpital. En triant ses affaires personnelles rendues par l'hôpital, j'ai retrouvé son téléphone. Je voulais relire nos derniers messages, trouver un peu de réconfort dans ces derniers échanges. En ouvrant son téléphone, j'ai constaté que tous nos messages, ceux de ma mère, de ma sœur et les miens n'avaient même pas été lus. Cela m'a paru étrange, mais j'ai supposé qu'il était trop affaibli pour répondre. Puis j'ai vu une application de messagerie que je connaissais à peine, similaire à WhatsApp. En l'ouvrant, j'ai découvert une conversation avec une seule personne, une jeune femme. En lisant les messages, j'ai compris que mon père avait passé ses dernières heures à discuter avec elle, lui envoyant des messages affectueux, l'appelant « princesse », lui disant qu'il l'aimait. Elle, de son côté, s'inquiétait, lui demandait pourquoi il était à l'hôpital, ce qui se passait. J'ai remonté l'historique et réalisé que, si ce n'était pas une relation physique, c'était au minimum une liaison émotionnelle. Ma douleur a été balayée par la colère et la trahison. Une semaine plus tard, j'ai retrouvé cette jeune femme et je lui ai écrit. Elle m'a répondu. Elle avait 19 ans. Ils s'étaient rencontrés alors qu'elle avait 17 ans. Mon père était son chauffeur de bus scolaire. Ils étaient en couple depuis presque 2 ans. Mon père avait 66 ans lorsqu'il est mort. Il a choisi de consacrer ses derniers instants à quelqu'un de plus jeune que ses propres petits-enfants, à qui il a adressé ses derniers mots. Peut-être que cela l'a rendu heureux. Mais pour moi, c'est un secret abominable que je dois porter à jamais. Un secret qui assombrit à jamais la relation que j'ai eue avec lui. Un secret que je n'aurai jamais l'occasion de confronter ou de comprendre. C'est la seule chose que j'aurais préféré ne jamais découvrir. Je ne sais pas si mon histoire est vraiment dérangeante, mais elle s'est révélée à la fois merveilleuse et tragique, selon de quel côté on se place. J'ai été adopté, et on m'a raconté une histoire un peu magique et farfelue sur mes parents biologiques, une histoire qui ne me semblait pas très crédible, même étant enfant. À 57 ans, j'ai découvert la vérité, je suis né d'une relation entre un jeune homme juif très pratiquant et une jeune femme baptiste tout aussi engagée dans sa foi. Quand elle est tombée enceinte, sa famille l'a envoyée dans un foyer pour filles déviantes, dans un autre état, pour qu'elle accouche discrètement. Lui l'a suivie, l'a supplié de garder l'enfant et de construire une vie à deux. Mais leurs familles ont été catégoriques, c'était non. À l'époque, dans les années 60, les Juifs n'étaient même pas considérés comme « blancs » par certains milieux, et la famille de ma mère refusait qu'elle épouse un homme non chrétien. De son côté,
Elle était trop attachée à sa foi pour envisager de se convertir au judaïsme. Et donc, je suis parti vivre dans une autre famille. Récemment, j'ai découvert 3 demi-frères et sœurs adorables. Nous sommes tous musiciens, certains professionnels, d'autres semi-professionnels. On s'entend très bien. Je n'ai jamais pu rencontrer ma mère biologique, elle est décédée 1 an avant que je commence mes recherches. Quant à mon père, il m'a fait savoir qu'il voulait qu'on le laisse tranquille. Et je respecte ça. Je suis reconnaissant pour l'amour qu'il m'a donné, à sa manière. C'était suffisant. Mais ce genre de quête ne se termine pas toujours aussi bien. Une autre personne de ma famille adoptive a aussi été adoptée. Elle était plus âgée que moi. Plus tard dans sa vie, elle a retrouvé sa mère biologique, qui se trouvait dans un hôpital, et ce, depuis le jour de sa naissance. Elle était atteinte de lourds handicaps physiques, mentaux, cognitifs, sensoriels. Elle avait été violée par un agent hospitalier, et c'est ainsi qu'elle était tombée enceinte. Et c'est ainsi que ma parente est née. Toutes les vérités qu'on découvre ne sont pas belles. Toutes les histoires n'ont pas des fins heureuses. Alors que ma cousine se promenait dans les bois avec son fils, elle est tombée sur un mirador de chasse. Curieuse, elle a grimpé jusqu'en haut et y a trouvé une paire de jumelles. Elle s'est assise, les a portées à ses yeux, a regardé droit devant elle, et a vu la fenêtre de sa propre chambre. Soyons logiques, si c'était vraiment un mirador de chasse, il ne respectait pas la distance légale minimale de 150 mètres d'une habitation, ce qui le rendait illégal et donc bon à démonter. Et si ce n'était pas pour chasser, mais pour espionner, alors il devait être démonté encore plus rapidement, et sans ménagement. Peu de temps après, mon frère et moi sommes allés lui rendre visite. Elle nous a montré l'endroit. On a arraché la structure et l'a littéralement enroulée autour de 2 arbres. On l'a mise hors d'état de nuire. Le lendemain, j'ai reçu un appel furieux. « Tu as démoli un mirador hier ?» Carrément. C'était celui de ton oncle. Le frère de sa mère. Ma cousine avait pourtant signalé ce qu'elle avait vu à la famille, mais tout le monde avait ignoré l'alerte. Lorsqu'on a confronté l'oncle, il a prétendu que ce n'était qu'une vieille cabane dans les arbres. Même après que la vérité a éclaté, la famille s'en fichait. Ce qui les a réellement contrariés, c'étaient les dégâts qu'on avait causés. Autant dire que j'ai tiré un trait sur une bonne partie de ce côté-là de la famille. Mon ex-petite amie, avec qui je suis resté 6 ans, a fini par m'avouer qu'elle n'avait jamais été violée. Toute son identité tournait pourtant autour de cette accusation. Elle en parlait comme du point central de sa vie. J'ai mis 15 000 $ dans sa thérapie. À chaque mauvaise journée, c'était à cause du stress post-traumatique. Quand j'invitais des amis à la maison, elle exigeait qu'ils partent, encore à cause du stress. Si je sortais sans elle, elle me demandait de rentrer, toujours sous prétexte de PTSD. Elle simulait même des déclencheurs traumatiques. Par exemple, elle se mettait à paniquer en voyant une Corvette rouge, affirmant que c'était la voiture de son supposé agresseur. C'était complètement fou. Et aujourd'hui encore, j'en ressens de la colère. Parce qu'il y a des personnes qui ont réellement vécu des agressions sexuelles. Et des gens comme elles rendent plus difficile la prise au sérieux de leurs histoires. Ils brouillent la ligne entre la vérité et la manipulation. Et ça me dégoûte profondément. Quand j'étais enfant, j'avais une vague impression que mon oncle n'était pas net. Lors des événements familiaux comme les mariages, mes parents nous disaient, à mes cousins et moi, de rester éloignés de lui. Sans vraiment nous expliquer pourquoi. En classe de citoyenneté, en 4e, on avait un exercice un peu bizarre, découper des articles de journaux. En feuilletant un vieux journal, je suis tombé sur un article annonçant qu'il avait été renvoyé à Broadmoor, une prison psychiatrique de haute sécurité. En rentrant chez moi, j'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'il avait été condamné dans les années 80 pour enlèvement et viol. Et qu'il avait fait plusieurs allers-retours en prison depuis, pour d'autres délits.
Il a même essayé un jour de poursuivre The Sun pour diffamation, parce qu'ils avaient publié une information incorrecte à son sujet. Techniquement, il avait raison, donc le tribunal lui a donné raison, mais il a reçu un seul penny en dédommagement. Le juge a considéré que son image ne pouvait pas être davantage salie, même par une erreur de presse. Je sais qu'il a vécu longtemps dans un foyer de réinsertion. D'après ce que j'ai pu apprendre, il aurait été libéré il y a environ 5 ans. Mon grand-oncle est mort l'année de ma naissance. Pendant des années, sa mort a été entourée de demi-vérités et de silences gênés. On me disait simplement, il est mort jeune et subitement, ou bien, l'alcool l'a tué. C'était présenté comme une sorte de mise en garde. Ce n'est que lors d'une visite au cimetière avec mon père, après mes 30 ans, qu'il m'a enfin raconté la véritable histoire. Mon grand-oncle était technicien médical. À cause d'un problème de santé chronique, il a perdu son emploi. Peu de temps après, il a aussi divorcé. Il s'est remis en couple, mais il n'a jamais réussi à se remettre de la perte de son travail. Il a fini par se suicider, en se pendant. Pendant des années, on m'a présenté la lutte désespérée d'un homme profondément déprimé, confronté à des problèmes de santé et d'abandon, comme une simple histoire de dépendance à l'alcool. Certes, il a bu beaucoup à la fin, peut-être pour tenter maladroitement de s'anesthésier, mais réduire toute sa douleur à ça, c'est profondément injuste. Je ne comprends pas ce besoin de masquer la vérité. Était-ce pour mieux cadrer avec le récit familial? Ou bien par honte, encore aujourd'hui, de ce qu'il a traversé et de la façon dont il est mort? Ce qui me dérange le plus, c'est qu'on sait, dans la famille, que la dépression est un mal qui revient de génération en génération. Et malgré tout, même ce drame n'a pas suffi à ouvrir les yeux de certains. On continue à nier, à taire, à camoufler. Officiellement, on parle encore de « complications liées à l'alcoolisme ». Officieusement, c'est une tragédie qu'on refuse de regarder en face et c'est ça, le vrai problème. Mon grand-père est un fantôme sur le papier. Il n'a jamais vraiment existé officiellement, du moins pas sous le nom que nous connaissons. On a grandi en sachant qu'il avait des choses à cacher, qu'il avait un passé trouble, mais je n'étais pas préparé à la vérité. Adolescent, j'avais entendu des rumeurs, il aurait été un braqueur assez important à une époque, spécialiste dans l'ouverture de coffres-forts. Mais il n'a jamais confirmé quoi que ce soit. Puis, en 2016, sans prévenir, il m'a balancé comme si de rien n'était qu'il avait vendu des armes à l'IRA. Comme s'il me racontait la météo. C'était irréel. Il m'a aussi confié qu'il avait aidé quelques membres de triade à se planquer en Jamaïque, après qu'ils avaient décapité un adversaire. Il les décrivait comme plutôt sympas. Ce n'est que depuis une dizaine d'années qu'il a cessé de dormir avec des armes sous son lit et de descendre tout au fond du jardin pour passer des coups de fil étranges. À part ma grand-mère, personne dans la famille ne connaît son vrai nom. Je l'adore, sincèrement. Mais il reste pour moi une énigme totale. Un homme qui a vécu 1000 vies qu'on ne connaîtra jamais vraiment. Ce n'est pas vraiment un secret qu'on m'a confié, mais plutôt une série de commentaires faits par un membre très proche de ma famille à propos d'un meurtre dans le Midwest des États-Unis. Je vais rester vague, mais cette personne évoque régulièrement, de manière sporadique mais persistante, une affaire bien précise, un meurtre qui a marqué la région où elle a grandi. Les meurtriers ont été arrêtés, mais si je me souviens bien, on n'a retrouvé que peu ou pas de restes des victimes. Au cours de l'enquête, il avait été révélé qu'elles avaient été données à manger à des cochons. Ces commentaires ne sont jamais accusateurs, ni même informatifs. Rien de concret ou d'incriminant. Et pourtant, à chaque fois qu'elle en parle, le ton change. C'est plus grave, plus feutré, comme si elle savait plus qu'elle ne le laisse entendre. Pas nécessairement parce qu'elle y a été impliquée, mais peut-être parce qu'elle connaît quelqu'un qui l'a été. Ou peut-être qu'elle a juste entendu plus que ce qui s'est dit publiquement. Pour ajouter à l'étrangeté, à l'époque des faits, elle travaillait dans un abattoir tenu par un autre membre de la famille, un ancien motard à la réputation particulière.
Et elle prend un plaisir certain à parler de l'abattage des animaux, surtout les cochons, en entrant dans les détails les plus crus, souvent pendant les repas, juste pour mettre tout le monde mal à l'aise. Elle a toujours été passionnée de faits divers, alors peut-être que c'est simplement ça. Et dans une région rurale où les crimes violents sont rares, un meurtre aussi sordide peut vite devenir une sorte de mythe local. Mais j'ai ce sentiment persistant qu'elle sait quelque chose. Et qu'un jour, elle finira peut-être par le dire. En tout cas, la prochaine fois que je la vois, je crois que je vais essayer de gratter un peu. J'ai appris que ma propre mère avait versé de l'argent à mon travailleur social de l'époque pour que ma vie devienne un véritable cauchemar. J'ai été placé en foyer entre 11 et 18 ans parce qu'elle me maltraitait. Ce que j'ai vécu, c'était un mélange de violence physique, de manipulation mentale et d'abus sexuels. Théoriquement, j'étais sous la protection de l'État, mais un jour, on m'a enfermé sans aucune raison valable. Et à partir de là, ça a été une descente aux enfers, avec d'autres formes de souffrance, comme si c'était une punition organisée. Heureusement, à 16 ans, j'ai réussi à obtenir un avocat. Il a creusé mon dossier, mis la main sur les preuves nécessaires, et on a pu aller en justice. Le tribunal n'a pas du tout apprécié ce qu'il a découvert. Ma mère a perdu les derniers droits qu'elle avait sur moi, le travailleur social a été exclu de son métier, et j'ai pu obtenir mon émancipation. Pour la première fois, j'étais libre. Aujourd'hui, j'ai 41 ans, et malgré tout ça, elle continue parfois à essayer de me nuire, même quand je pars loin. Elle ne lâche jamais. J'attends juste le jour où elle disparaîtra pour de bon. Ce jour-là, je pourrai enfin tourner la page et vivre sans cette ombre derrière moi. J'ai appris à l'âge adulte que ma mère ne m'avait pas simplement abandonné après le travail un jour, comme on me l'avait laissé croire pendant des années. La vérité, c'est qu'elle avait été victime d'un viol collectif. Elle m'a raconté que ses agresseurs lui avaient pris son portefeuille, et qu'ils avaient fait un commentaire immonde en voyant ma photo. J'étais encore un tout petit enfant à ce moment-là. Elle a dit qu'elle avait eu peur de rentrer chez elle, qu'elle pensait qu'il la suivait. Après ça, c'est mon beau-père qui l'a emmenée à l'hôpital, où elle a dû être recousue. Elle a passé du temps ensuite entre l'hôpital et des services psychiatriques. Notre relation est restée instable, compliquée, et ça ne vient pas uniquement de cet événement. Mais cette révélation m'a permis de voir les choses autrement. Toute ma vie, elle a lutté contre des problèmes d'alcool et de santé mentale, et je pense sincèrement que ça vient du fait qu'elle n'a jamais pu guérir de ce traumatisme. Elle n'a jamais reçu un vrai soutien. Derrière toutes les couches de douleur, de colère, d'addiction, il y a toujours cette femme, ma mère. Et malgré tout ce qu'elle a vécu, malgré nos tensions, je sais qu'elle a une âme profonde, forte et belle. Pour être clair, elle ne m'a jamais totalement quitté, mais ce sont mes grands-parents qui m'ont élevé. Il y a eu beaucoup d'autres tensions autour de tout ça, mais ce n'est pas ce qui compte le plus. Mon arrière-grand-mère était mariée à 3 hommes différents en même temps. Chacun appartenait à une branche différente de l'armée, l'un dans la marine, l'autre dans l'armée de terre, et le dernier dans l'aviation. Ce qui rendait l'affaire encore plus incroyable, c'est qu'aucun d'eux ne savait pour les 2 autres. Grâce à cette situation improbable, elle touchait simultanément les 3 soldes militaires, ce qui lui permettait de vivre bien au-delà des moyens qu'on lui aurait prêtés à l'époque. Mais elle ne se contentait pas de cet argent. Elle l'utilisait pour soutenir sa famille élargie, aider des veuves de guerre du quartier, et même organiser des collectes pour les soldats blessés. Elle avait mis en place tout un système logistique, envoyant des lettres codées et voyageant discrètement entre les villes pour maintenir l'illusion. C'était une sorte de double vie, ou plutôt une triple vie, orchestrée avec un sang-froid impressionnant. Avec le temps, les choses ont failli se compliquer. Une affectation surprise aurait pu provoquer une rencontre entre 2 de ses maris sur un même port. Mais elle réussit à intercepter l'un des ordres de mission et, par une série de lettres bien tournées, convainquit l'un d'eux de demander un report. Elle avait ce talent rare de manipuler les circonstances sans jamais éveiller les soupçons. Ce n'est qu'après sa mort, bien des années plus tard,
qu'un petit-fils fouillant dans une vieille malle découvrit la vérité, en retrouvant 3 certificats de mariage et des lettres d'amour aux dates qui se chevauchaient. On parla longtemps de cette histoire dans la famille, entre fascination et incrédulité. Pour certains, elle était une manipulatrice. Pour d'autres, une femme rusée qui avait su survivre dans un monde fait par et pour les hommes. Une nuit, quand j'étais enfant, j'ai entendu mes parents se disputer violemment dans leur chambre. C'était une de ces disputes où les cris montaient par vagues, comme une tempête qui ne veut pas s'éteindre. Puis, d'un coup, le silence. La porte était fermée à clé, et je n'osais pas m'approcher, figé par la peur de ce qui pouvait bien se passer derrière. Ce n'est que des années plus tard, au détour d'un appel téléphonique où ma mère avait un verre de trop, que j'ai appris ce qui s'était vraiment passé. Ce soir-là, dans un accès de rage, elle avait pointé un fusil 303 sur le visage de mon père. Elle avait appuyé sur la détente. Mais rien ne s'était passé. Le canon était vide, il n'y avait aucune balle dans la chambre. Ils se sont figés là, elle les mains tremblantes, lui les yeux écarquillés, figés comme 2 statues devant le gouffre qu'ils venaient d'effleurer. Ils n'ont pas échangé un mot pendant un long moment. Ce silence n'était pas une accalmie, c'était un abîme. Et puis, lentement, mon père a posé sa main sur le canon, l'a abaissé, et s'est assis sur le bord du lit. Ma mère a lâché l'arme comme si elle réalisait seulement alors ce qu'elle avait failli faire. Ce soir-là, ils ont tous les deux changé. Ce n'était plus une simple dispute, c'était une fracture dans leur histoire, quelque chose qu'on ne nomme jamais mais qui reste là, entre eux. Et pourtant, malgré cela, ils sont restés ensemble. Peut-être parce qu'après avoir touché le fond, il ne leur restait plus qu'à reconstruire. Peut-être parce qu'ils avaient compris à quel point ils étaient brisés, et que fuir n'aurait fait que déplacer les ruines. J'ai découvert que ma sœur avait volé la Rolex à 25 000 $ de mon père moins de 24 heures après sa mort. Je n'aurais jamais su si elle et son mari n'avaient pas soudainement fait un achat extravagant, totalement en dehors de leurs moyens habituels. Ils étaient toujours fauchés, toujours à supplier mes parents pour un prêt ou une aide pour payer les factures. Alors quand je les ai vus exhiber leur nouveau téléviseur dernier cri et planifier un week-end de luxe, quelque chose m'a semblé louche. Un soir, alors que je repensais aux jours qui ont suivi la mort de mon père, ça m'a frappé. Il y avait cette montre, la Rolex qu'il chérissait. Celle qu'il avait reçue après 20 ans de service et qu'il portait seulement lors des grandes occasions. Elle n'était plus dans la boîte à bijoux où il la rangeait toujours. Je suis allé vérifier les papiers, j'avais encore la preuve d'authenticité, le numéro de série. J'ai commencé à remonter la trace. Et là, les choses se sont accélérées. Grâce au numéro de série, j'ai découvert que la montre avait été vendue à un prêteur sur gage, à 2 rues de chez ma sœur. Je m'y suis rendu sans dire un mot à personne. J'ai dû insister, user de quelques arguments bien sentis, mais le gérant a fini par craquer. Il m'a confirmé que c'était bien elle qui avait vendu la montre. Moins d'un jour après que notre père ait quitté ce monde, elle avait pris cette montre et l'avait échangée contre de l'argent comptant. Quand je l'ai confrontée, elle a nié, maladroitement. Puis elle s'est effondrée, disant qu'elle avait besoin d'argent, que c'était plus fort qu'elle. Mais ce n'était pas un vol par nécessité. C'était une trahison froide, calculée, faite avec le sang encore chaud dans les veines de notre père. Ma mère a pleuré, longtemps. Puis elle a pris une décision aussi claire que brutale, elle a coupé les ponts. Moi aussi. Ce n'était pas juste une histoire de montre. Je viens d'apprendre, il y a quelques jours à peine, que ce n'était pas le père de mon voisin qui avait abattu mon chien sans raison. C'était son fils. Celui que je considérais comme un ami proche. Celui avec qui j'avais grandi, ri, partagé des secrets d'ado et des après-midi entiers à faire du vélo dans le quartier. Et c'est lui qui l'a fait, délibérément. Il savait à quel point ce chien comptait pour moi. Il le savait, et il l'a fait quand même. Mon chien n'était pas qu'un animal de compagnie. C'était une présence constante, un refuge silencieux quand tout allait mal à la maison ou dans ma tête.
Il m'avait accompagné pendant les années les plus dures, et son regard suffisait parfois à me rappeler que j'étais aimé, au moins par lui. Ce jour-là, j'avais cru à un accident tragique. J'avais même compati avec la famille de mon voisin, pensant que son père avait perdu la tête ou agi par peur. J'avais enterré mon chien avec des larmes et un sentiment d'injustice, mais pas de haine. Mais maintenant que je sais, c'est différent. Ce n'est plus de la tristesse. C'est une colère froide, figée dans ma gorge. Il l'a fait exprès pour blesser. Peut-être par jalousie, peut-être juste parce qu'il était déjà en train de sombrer. Et le pire, c'est qu'il a vécu toutes ces années en face de chez moi, croisant mon regard, feignant encore cette amitié. J'ai aussi découvert où il vit aujourd'hui. Il est tombé bas. La drogue l'a rongé. Il n'est plus que l'ombre d'un garçon que j'ai connu. Un regard vide, une peau blême, et plus aucune trace de cette complicité qu'on partageait autrefois. Je pourrais chercher à me venger. Mais à quoi bon? Il est déjà en train de s'effondrer. La nature, ou la justice, finira par faire son œuvre. Moi, j'ai juste décidé de continuer ma route, sans oublier, mais sans m'empoisonner davantage. Mon ex-femme et moi traversions une période difficile. On ne se parlait plus vraiment, on dormait à peine dans le même lit, et chaque conversation semblait être une bataille à éviter. Au fond de moi, j'étais convaincu qu'elle me trompait. Il y avait des signes, des absences inexplicables, des silences trop bien construits, et un parfum qui ne venait pas de nous. Un soir, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai fouillé dans un tiroir de son bureau. Pas par hasard, mais parce que je cherchais une vérité que je sentais déjà. Ce que j'ai trouvé m'a glacé. Ce n'était pas une lettre d'amour à un autre homme, ni même des messages compromettants. C'était bien pire. C'était une feuille, griffonnée à la main, avec des chiffres, des calculs, et mon nom. Elle avait listé nos assurances, nos biens partagés, les clauses de mon testament. Elle avait additionné, en marge, ce que je valais si je venais à mourir. La somme était là, soulignée 2 fois. Elle m'avait mis un prix. Je suis resté figé un moment, le papier tremblant dans mes mains. Ce n'était plus de la trahison, c'était autre chose. Une froideur calculée. Une distance affective devenue mécanique. Elle n'avait pas seulement envisagé ma mort, elle l'avait rationalisée. Mon existence s'était transformée, dans sa tête, en chiffres sur une feuille. Je ne l'ai pas confrontée immédiatement. Je suis parti quelques jours, le temps de réfléchir. Puis je suis revenu, et j'ai demandé le divorce. Sans cri, sans scène. Juste un regard qui disait que je savais tout, et qu'il n'y avait plus rien à sauver. Pendant des années, ma mère recevait des cartes d'anniversaire remplies de billets de ses parents. Elle ne les ouvrait pas juste pour l'argent. Elle les gardait précieusement, toutes. Chaque enveloppe, chaque mot manuscrit, chaque petit vœu d'amour. Elle les rangeait dans une boîte, toujours la même, avec l'idée qu'un jour, elle utiliserait cet argent pour s'acheter un piano. Mais surtout, elle gardait les cartes pour ce qu'elles représentaient, des fragments de ses parents, une trace d'eux que le temps ne pourrait pas effacer. Ma sœur, Émilie, avait déjà volé à plusieurs reprises des membres de la famille. De l'argent dans des portefeuilles, des bijoux qui disparaissaient, même des médicaments quand elle n'allait pas bien. Elle trouvait toujours une excuse. Mais cette fois, elle a trouvé la boîte. Celle que ma mère avait cachée soigneusement dans un tiroir discret, là où elle croyait que personne ne penserait à regarder. Émilie a tout pris. Les billets, bien sûr. Mais aussi les cartes. Ces cartes que ma mère relisait parfois quand elle avait besoin de se rappeler qu'elle avait été aimée, qu'elle avait compté. Quand ma mère a découvert la boîte vide, elle n'a même pas réagi pour l'argent. Elle a juste murmuré, d'une voix cassée, « Je veux juste récupérer les cartes ». Mais Émilie, fidèle à elle-même, a nié. Elle a menti droit dans les yeux, comme si ce qu'elle avait volé n'avait aucune valeur. Comme si ce n'était qu'un tas de papier. Il y a des choses qu'on ne rachète pas, qu'on ne remplace pas. Ce vol-là, c'était plus qu'un vol.
Un point de non-retour. Et pour ce que ça vaut, je le dis ici, sans retenue. Va te faire foutre, Émilie. Quand j'étais petit, j'étais assez proche de mon oncle le plus jeune. Du moins, c'est ce que montrent les photos. Il avait une vingtaine d'années quand j'en avais à peine 5, et sur chaque image, il était là, souriant, me tenant sur ses épaules ou jouant avec moi comme un grand frère. Il faisait partie des adultes qui semblaient vraiment aimer passer du temps avec les enfants. Puis un jour, au milieu de mes années de collège, il a disparu. Littéralement. Il n'est plus jamais revenu à aucun repas de famille, aucune fête, aucun appel. Quand on posait des questions, les adultes disaient simplement qu'il faisait le tour du pays, qu'il était parti en sac à dos pour vivre une vie d'aventure. Une histoire toute faite, répétée sans émotion, comme une cassette bien rodée. Des années plus tard, au lycée, je travaillais sur un projet de généalogie familiale. Je cherchais des infos sur mon grand-père, son père, quand je suis tombé sur un nom familier dans le registre des délinquants sexuels. Le choc a été brutal. C'était lui. Mon oncle. Celui qu'on disait en voyage. Pas à l'autre bout du pays, non. En prison fédérale. Pendant 16 ans. Je n'aurais jamais pu imaginer la suite. Il ne s'agissait pas simplement d'un crime isolé. C'était un réseau. De la pornographie infantile. Un cercle d'horreurs organisé. Mon oncle en faisait partie. Il en dirigeait même une partie. Tout ce qu'on avait cru, tous ces souvenirs figés en photo, prenaient soudain un goût amer, presque irrespirable. Il est sorti de prison. Et ma famille agit comme si de rien n'était. Comme s'il revenait d'un long séjour à l'étranger. Pas un mot sur ce qu'il a fait. Juste des silences gênés, des regards fuyants, des invitations lancées comme si son passé pouvait être effacé d'un revers de main. Mon frère a volé de l'argent à notre père, alors qu'il souffrait de démence. Ça a duré près d'1 an. Il profitait de sa confusion, de sa perte de repères, pour se servir. Notre père n'était plus capable de gérer ses comptes, il faisait confiance à ceux qu'il aimait. Et mon frère s'est glissé dans cette faille, sans scrupule. Je n'ai découvert ce qui se passait que lorsque la banque qui détenait l'hypothèque de la maison a fini par m'appeler. Elle voulait savoir pourquoi les paiements n'avaient pas été faits depuis 6 mois. J'étais surpris, choqué. Je croyais que tout était en ordre. En regardant les relevés, j'ai vu que le compte bancaire de mon père était passé dans le rouge à peu près à la même période. C'est là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave. Quand j'ai confronté mon frère, il ne s'est même pas caché. Il a juste haussé les épaules et dit « Ben, faut bien que je paie mes factures. » Comme si ça justifiait de vider les économies d'un vieil homme malade. Comme si ses dettes étaient plus importantes que la dignité de notre père. J'étais prêt à reprendre le contrôle des comptes, à mettre de l'ordre dans tout ça, à protéger ce qu'il restait. Mais il était trop tard. Peu après, notre père a été hospitalisé. Il n'en est jamais sorti. Il est mort sans même savoir que son propre fils l'avait dépouillé. Et moi, je n'ai pas eu le temps de réparer. Après sa mort, mon frère ne s'est pas arrêté là. Il a aussi puisé dans mon héritage. Des transferts furtifs, des objets disparus, des parts qu'il s'est appropriés en douce. Au total, il a volé plus de 5 000 $ à notre père pendant qu'il mourait lentement, sans défense. J'ai trouvé un jour un vieil album chez ma mère. Un scrapbook soigneusement composé, rempli de photos, de petits mots découpés, de souvenirs collés avec soin. Elle était jeune dessus, à peine sortie de l'université. Souriante, insouciante. Mais ce qui m'a frappé, c'est l'homme à ses côtés, un visage inconnu, omniprésent dans toutes les pages, comme un fantôme resté figé dans le passé. Je ne le connaissais pas. Jamais vu, jamais entendu parler. Alors j'ai demandé. Ma mère a hésité un moment, comme si elle pesait chaque mot. Puis elle m'a tout raconté. C'était son petit ami de l'époque.
Un amour intense, long, presque fusionnel. Ils avaient parlé de s'installer ensemble, de faire leur vie. Mais quelque chose s'est brisé. Elle a mis fin à la relation. Et lui, il ne l'a pas supporté. Il s'est suicidé quelques jours après la rupture. C'est mon grand-père, son père, qui a découvert le corps. C'est lui qui a dû appeler les secours. Lui qui a vu ce qu'aucun parent ne devrait voir. Ma mère ne m'en avait jamais parlé. Personne ne l'avait fait. J'ai appris tout ça à 20 ans, seul, en ouvrant un livre qu'elle gardait caché comme un sanctuaire. Chaque page respirait la douleur figée, le chagrin impossible à dire, et peut-être aussi la culpabilité. Elle ne cherchait pas à effacer son souvenir. Elle cherchait à le garder vivant, quelque part, sans que ça déborde dans le présent. Depuis, je vois ma mère autrement. Je comprends un peu mieux certains silences, certaines failles. Ce passé-là, elle l'a porté seule, et je n'étais jamais censé le découvrir. Mais je l'ai fait. Et maintenant, il vit un peu en moi aussi, comme une histoire qu'on n'a jamais racontée mais qu'on n'oublie plus. Après la mort de mon mari en 2020, j'ai découvert que je ne le connaissais pas du tout. Nous avions été ensemble pendant 10 ans, mariés depuis 6. Pour moi, c'était un homme stable, attentionné, discret sur son passé mais investi dans notre vie commune. On avait construit un foyer, partagé des projets, traversé des épreuves. C'était notre deuxième mariage à tous les deux, et j'avais cru que cette fois, c'était le bon. Mais après son décès, les révélations sont arrivées. D'abord, j'ai appris qu'il avait une liaison avec une femme de 30 ans. Lui en avait 55. Elle avait avorté de son enfant. Cette simple information a suffi à tout fissurer. J'avais été trahi, non seulement émotionnellement, mais dans ce que je croyais être la base de notre union, l'honnêteté, la fidélité, la confiance. Mais ce n'était que le début. En fouillant un peu plus, en mettant bout à bout des détails qu'il avait toujours soigneusement dissimulés, j'ai découvert que tout ce qu'il m'avait raconté sur sa vie avant moi était faux. Il avait tout réécrit. Menti sur ses précédentes relations, sur sa jeunesse, sur ses fréquentations. Et plus encore, j'ai découvert qu'il avait eu des relations sexuelles avec des hommes depuis ses 20 ans. Pas une ou deux fois. De manière régulière. Une vie parallèle, soigneusement tenue secrète, protégée par des silences et des demi-vérités. Je n'ai pas su quoi ressentir, pas tout de suite. Le chagrin de sa mort s'est entremêlé à la colère, au dégoût, à la confusion. Qui étais-je en train de pleurer, exactement ? L'homme que j'avais connu ou l'inconnu qui avait vécu à mes côtés, caché derrière une façade ? Un jour, j'ai fait une remarque plutôt banale sur les chevaux, comme ça, au détour d'une conversation. Rien de marquant, juste une phrase en l'air. Et là, mon bon ami me regarde, hausse les épaules et lâche tranquillement. Ah ! Mon oncle s'est fait baiser à mort par un cheval. Je suis resté bouche bée. Littéralement. Mon cerveau a eu besoin de plusieurs secondes pour comprendre ce qu'il venait de dire. Je l'ai regardé, comme pour vérifier s'il plaisantait. Il ne plaisantait pas. Et il a enchaîné, toujours calmement. Ouais, c'était le gars qu'on appelait Monsieur An. Toute cette histoire s'est passée dans la région de Seattle. Enumclaw, dans l'État de Washington. Il y a même un film documentaire là-dessus. Il s'appelle Zo. J'ai fini par aller vérifier, parce qu'il m'avait carrément pris de court. Et effectivement, tout était là. L'affaire était bien réelle, dérangeante, documentée. Le genre d'histoire dont tu ne te remets pas tout à fait une fois que tu l'as lu. Et lui, il m'avait balancé ça comme s'il parlait de la météo. Je ne sais toujours pas pourquoi il m'a dit ça de cette façon. Peut-être qu'il voulait me choquer. Peut-être qu'il en avait juste assez qu'on parle des chevaux sans que personne ne sache ce que ça représentait vraiment pour lui et sa famille. Ou peut-être qu'il vivait avec cette histoire si longtemps qu'elle avait cessé de le troubler. On ne se parle plus aujourd'hui. On a changé de boulot, nos chemins ont divergé. Mais parfois,
Quand quelqu'un évoque les chevaux ou mentionne Enaclao, il me revient cette conversation absurde, brutale, irréelle. Et ce moment où la réalité m'a giflé sans prévenir. Au lycée, j'ai découvert un dossier sur l'ordinateur de mon meilleur ami. Je n'étais pas en train d'espionner, on travaillait ensemble sur un projet, et il m'avait laissé utiliser son ordi pendant qu'il était sorti de la pièce. Mais en cherchant un fichier, je suis tombé sur un dossier au nom vague. La curiosité a fait le reste. Ce que j'y ai trouvé m'a glacé. C'était du porno. Mais pas du porno classique. C'était exclusivement de la zoophilie. Des vidéos, des images, organisées par type, par titre, comme s'il y avait mis du temps, de la méthode. J'ai fermé le dossier immédiatement, le cœur battant, sans savoir quoi penser. Un mélange de choc, de malaise profond, et d'un instinct très clair de ne surtout rien dire. Il n'a jamais su que je l'avais vu. Et je ne lui ai jamais dit. À ce jour, c'est probablement le secret le plus lourd que je porte sur quelqu'un. Pas parce que j'en ai honte, mais parce que je ne sais toujours pas ce que j'aurais pu, ou dû, faire avec cette information. Est-ce que c'était un moment de confusion passagère pour lui? Est-ce que c'était quelque chose de plus profond? Je n'ai jamais eu la réponse. Notre amitié a continué un temps. Elle s'est estompée naturellement après le lycée, sans drame, sans rupture. Mais chaque fois que je pense à lui, ce souvenir revient. Pas pour juger. Juste parce qu'il y a des choses qu'on découvre sur les gens et qui changent à jamais la façon dont on les voit, même si on choisit de ne rien faire avec ce qu'on sait. Mon ancien colocataire, et à l'époque, un bon ami, s'est fait expulser de notre appartement parce qu'il ne payait plus le loyer. On l'a mis dehors à contre-cœur, pensant qu'il traversait juste une mauvaise passe. C'était un peu instable, mais rien d'alarmant, du moins, à ce moment-là. Quelques mois plus tard, une jeune femme disparaît après son service du soir chez Wendy. Les jours passent. On apprend finalement qu'elle a été retrouvée morte. C'était la panique dans le coin. Tout le monde en parlait. Puis, sans crier gare, il y a cette nouvelle, mon ancien coloc s'est présenté à la police, sous l'emprise de champignons hallucinogènes, et a avoué le meurtre. Seulement, à cause de son état mental au moment des aveux, il a été relâché. L'information est restée floue. Pas de nom dans les journaux, pas de confirmation officielle. Juste des rumeurs qui circulaient, jusqu'à ce que je le croise. Je l'ai revu quelques semaines plus tard. Il avait ce regard que je n'oublierai jamais. Perdu, creux, comme s'il portait un poids qui lui déformait l'âme. Il m'a parlé, mais tout sonnait faux. Je n'ai rien dit, mais au fond, je savais. Il s'est rendu de lui-même à la police le lendemain. Sobre. Il a tout confirmé. Ce qui me hante encore, 15 ans plus tard, c'est que pendant un temps, je le laissais seul à la maison avec ma copine pendant que j'allais bosser. Sans me poser de questions. Parce que je pensais le connaître. Parce que rien ne semblait si grave. Mais avec le recul, tout s'aligne. De petits détails que j'avais ignorés à l'époque prennent aujourd'hui une toute autre signification. Des regards trop longs, des silences pesants, des colères rentrées que j'avais prises pour de la fatigue. On croit connaître les gens. Jusqu'à ce qu'on réalise qu'on n'en avait qu'une version. J'ai rencontré un type vraiment sympa lors d'un événement de réseautage, à mes débuts dans le secteur de la tech. Il était chaleureux, bien connecté, toujours prêt à donner un conseil. Un vrai père de famille, avec une maison immense, une carrière brillante et une attitude bienveillante. Il avait un petit côté Alborland de home improvement, calme, posé, le genre de gars qui te met instantanément à l'aise. Au fil du temps, on est devenus amis. Il m'a pris un peu sous son aile, me présentant à des gens influents, m'aidant à mieux comprendre le secteur, à faire les bons choix. Je suis allé chez lui plusieurs fois. J'ai rencontré sa femme, ses enfants. Tout semblait droit, solide, sincère. Puis, 4 ans plus tard,
alors que je faisais des recherches pour acheter une maison, je suis tombé sur la carte des délinquants sexuels de ma région. Simple curiosité, ou prudence, je ne sais pas. J'ai cliqué. Et là, son adresse est apparue. Je n'y croyais pas. J'ai vérifié, revérifié, c'était bien lui. Dans les années 2000, il avait été condamné pour avoir co-dirigé un site de vente de pornographie infantile. Un réseau commercial. Il avait purgé 5 ans en prison fédérale pour ça. C'était noir sur blanc. Je me suis senti glacé. Pas simplement choqué, mais trahi. Comment quelqu'un qui m'avait aidé, conseillé, accueilli chez lui avec sa famille, pouvait avoir ce passé-là? Il avait effacé toute trace dans son comportement, dans sa façon d'être. Il incarnait l'opposé de ce qu'il avait fait. Il y a une trentaine d'années, mon frère était policier militaire dans l'armée américaine. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Il était censé avoir été stationné dans un endroit confidentiel, une affectation qu'on ne pouvait pas discuter, qu'on ne pouvait pas localiser. J'y ai cru toute ma vie. Il avait toujours évité les détails, changeait de sujet quand on s'en approchait trop. On pensait juste que c'était lié à la sécurité nationale, au secret militaire. Rien d'étrange là-dedans, ou du moins, rien qui ne paraisse suspect à l'époque. Mais récemment, il m'a dit la vérité. Il n'était pas en mission spéciale. Il n'était pas en service sur une base lointaine. Il était en prison. Pour homicide involontaire. Il m'a expliqué ce qui s'était passé. Une nuit, hors service, il s'est retrouvé ivre dans un bar. Il a eu une altercation avec un autre homme. La dispute a dégénéré. Mon petit frère, mon bébé frère, celui qu'on a vu grandir, celui qu'on croyait protecteur et droit a frappé l'homme avec une queue de billard. Puis, quand le videur leur a ordonné de sortir pour régler ça dehors, il l'a suivi, l'a mis à terre, et l'a piétiné jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il a été jugé, condamné, et incarcéré. Pendant toutes ces années, il a vécu avec ce secret, avec cette double vie bâtie sur un mensonge. Et nous, on ne savait rien. On pensait qu'il avait simplement servi son pays comme tant d'autres. Qu'il avait vu des choses qu'il ne pouvait pas raconter, mais qu'il restait quelqu'un de bien, quelqu'un d'honorable. Quand il m'a tout révélé, je n'ai pas su quoi dire. Comment réagir quand quelqu'un détruit en une phrase ce que tu as cru pendant 30 ans? Ce n'était pas juste un mensonge. C'était une réécriture complète de qui il était. Ma mère a consulté des forums en ligne pour obtenir de l'aide afin de se suicider. Je l'ai découvert après. En fouillant son ordinateur, en lisant des fragments de messages laissés dans des historiques, dans des onglets ouverts puis refermés. Des échanges froids, méthodiques, comme si la vie humaine pouvait être réduite à des conseils techniques. Elle avait trouvé des gens, anonymes, distants, cruels à leur manière, qui ne l'ont pas dissuadée. Au contraire. Ils l'ont encouragée à continuer à essayer, à ne pas lâcher, à se montrer plus déterminée. Comme si elle échouait dans un projet banal. Comme si mourir était un objectif à atteindre. Je ne prétends pas que ma relation avec elle était parfaite. On avait nos conflits, nos blessures. Une histoire difficile. Il y a des choses que je ne comprenais pas en elle, et sûrement beaucoup qu'elle ne comprenait pas en moi. Mais malgré tout, elle restait ma mère. Et j'aurais voulu qu'elle trouve quelqu'un pour l'écouter vraiment. Pas des voix perdues sur Internet qui l'ont poussée vers le vide au lieu de la retenir. Je ne pourrai jamais leur pardonner. Pas à ces étrangers. Pas à ces monstres déguisés en soutien, ils ne l'ont pas tué de leurs mains, mais ils l'ont porté, pas à pas, vers la fin. Avec des mots, avec des tu peux y arriver, avec des méthodes. Mon frère a tué notre chat par accident. Du moins, c'est ce qu'on a cru pendant longtemps. À l'époque, il avait 11 ans. Il jouait à faire semblant d'être dans un combat de catch, genre WWE, sauter du canapé, plaquer les coussins, et parfois, nos animaux. 3 jours après un de ces jeux, notre chat est mort.
On n'a jamais eu de preuves directes, mais on a tous ressenti au fond de nous que quelque chose n'allait pas. Qu'il y avait eu plus que de l'inattention. Il m'a avoué la vérité l'année dernière. Il a aujourd'hui 22 ans. Il m'a dit, calmement, qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Et que ce n'était pas la seule fois. Il m'a raconté d'autres choses qu'il avait faites à nos chats. Je ne les répéterai pas ici. Ce sont des souvenirs que je préfère ne pas revisiter plus que nécessaire. Aujourd'hui, il est diagnostiqué comme psychopathe. Il suit des cours pour développer l'empathie, des programmes spécialisés pour ceux qui n'en ressentent pas naturellement. Il est suivi. Encadré. Mais rien ne pourra effacer ce qu'il a fait, ni la personne qu'il était déjà, enfant. Il y avait toujours eu quelque chose d'étrange chez lui. Il parlait souvent de la mort. Pas avec peur, ni même fascination. Juste, avec une neutralité dérangeante. Comme si c'était un simple fait parmi d'autres. Notre mère a été très dure avec lui. Violente parfois. Injuste souvent. Ce n'est pas une excuse, mais c'est un morceau du puzzle. Une part de ce qu'il a peut-être façonné. Je vis avec ce mélange de dégoût, de pitié et de confusion. Il est mon frère. Mais il a fait des choses que je n'arrive pas à pardonner. Je crois que ce que j'ai le plus de mal à accepter, ce n'est pas seulement la mort du chat. C'est l'idée que, même à 11 ans, il était déjà capable d'une forme de cruauté consciente. Une amie à moi a piégé son copain pour avoir un bébé. C'est aujourd'hui son mari. À l'époque, il ne voulait absolument pas d'enfant. Il en parlait ouvertement, il envisageait même une vasectomie. Il était clair, ferme, cohérent. Elle, de son côté, disait qu'elle respectait ça. Elle prenait la pilule, et lui utilisait des préservatifs par-dessus, c'est dire à quel point il voulait éviter une grossesse. Mais elle, en réalité, voulait un enfant. Et un soir, alors qu'on buvait entre filles, elle a fini par lâcher, presque en rigolant, qu'elle avait percé quelques capotes. Juste de quoi laisser une chance au destin, selon ses mots. J'ai été horrifié. Littéralement. Le silence dans la pièce après ses aveux était lourd. Et pire encore, certaines femmes autour d'elle ont approuvé. Elles ont dit que c'était une bonne stratégie, maligne, qu'au final, il resterait pour l'enfant. J'ai senti une nausée monter. C'était pas juste immoral, c'était un abus pur et simple. Une trahison à la fois physique, émotionnelle et psychologique. Je l'ai rayé de ma vie ce soir-là. Plus jamais je ne lui ai reparlé. À ma connaissance, ils sont toujours ensemble. Cela fait plus de 10 ans maintenant. Je me demande parfois s'il sait. S'il se doute. Ou s'il vit une vie entière construite sur un mensonge fondamental. Peut-être qu'il l'aime, peut-être qu'il aime leurs enfants. Mais rien ne changera le fait que le choix le plus important de sa vie, devenir père, lui a été volé. Ma mère a payé l'homme qui a tiré sur ma femme, qui était ma petite amie à l'époque, quand nous avions 18 ans. C'est une vérité que j'ai mise des années à découvrir. À l'époque, on croyait à un acte de violence isolé, un accident de rue, une balle perdue peut-être. Ma copine avait été blessée, heureusement pas mortellement, mais l'impact avait été bien plus grand que physique. On avait eu peur. On s'était refermé. Et on avait continué à vivre avec cette plaie ouverte, sans jamais comprendre vraiment pourquoi c'était arrivé. Ce n'est que bien plus tard, à force de pièces qui ne collaient pas, de regards fuyants et de conversations volées, que j'ai fini par apprendre la vérité. Ma propre mère avait engagé cet homme. C'était elle, derrière le coup de feu. Pas pour la tuer, m'a-t-on dit. Pas officiellement. Juste lui faire peur, la faire partir, me protéger d'elle. Les justifications étaient aussi vides que glaçantes. Elle n'acceptait pas cette relation. Elle pensait que ma copine me détournait, qu'elle était une menace pour l'avenir qu'elle avait imaginé pour moi. Plutôt que de me parler, plutôt que d'avoir confiance, elle a choisi la violence. Elle a payé quelqu'un pour blesser une jeune fille de 18 ans.
Quand j'ai appris ça, tout s'est effondré. L'amour d'une mère, la confiance, les souvenirs d'enfance. Tout ce que je pensais être solide s'est fissuré d'un coup. Je n'ai jamais regardé ma mère de la même façon. Et je n'ai jamais pu lui pardonner. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.